Bonsoir à tous et bienvenue sur C8 pour un nouveau voyage au bout de la nuit, une nouvelle soirée littéraire. Alors ce soir, nous allons nous attaquer à Le Bachelier, qui est un roman de Jules Vallès publié en 1881. Il fait partie de la trilogie L'Enfant, Le Bachelier et L'Insurgé, qui traite plus ou moins de la vie de l'auteur à travers le personnage donc de Jacques Vintra. Il a fini ses études et se croit libre, mais va subir bien des déceptions. Républicain au temps de Napoléon, il devient révolutionnaire et est à la tête de groupes de révolte. Dans ce second roman, Après l'Enfant, Vallès raconte son parcours de jeune diplômé en quête d'une situation. Il aspire à la liberté, à la République, au bonheur, mais se heurte à ses parents toujours plus soucieux de leur image que des aspirations de leur fils, ainsi qu'à une société craintive et dictatoriale dans laquelle il n'est pas bon d'être républicain. Mais il se heurte à la misère qui le fait courir partout pour trouver une place honnête. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, #VBN, ainsi que sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Nous allons continuer donc la lecture de ce roman. Un autre arrive encore. Ah non, pardon. On ne se battra pas. Je reviens à Renaud et aux autres. Pour la dernière fois, je vous en supplie. Pas besoin de mots d'ordre. Partons ensemble. Prenons un bout d'étoffe rouge, arrachons ces rideaux, déchirons ce tapis et allons planter ça au premier carrefour. Mais tout de suite, le peuple perd confiance. La troupe devient notre ennemi. Napoléon gagne du terrain. À chaque minute qui s'envole, à chaque phrase que nous faisons, à chaque bêtise que dit cet homme, à chaque cri que je jette en vain. On ne m'écoute plus. On fait même autour de moi un cercle de fureur. J'ai trouvé le moyen d'exaspérer mes amis. Il y en a un qui m'a dit déjà. Si nous survivons, tu te battras avec moi. Si nous survivons, mais nous en prenons le chemin. Il faut se rendre pourtant à la vie de tous. Je serai seul, tout seul, désavoué par les miens. Les étudiants qui me connaissent me demanderont où sont les autres, où est ma bande. J'ai pensé à aller quand même me planter, comme je l'ai dit, devant la porte avec une barre de fer pour soulever les pierres. Où la prendrai-je, cette barre? Il faut que je l'arrache à la boutique et aux mains de quelqu'un. On se mettra 20 pour m'assommer et on me la cassera sur le dos. Puis avant tout, le tort d'être isolé. Je n'aurai pas qualité d'envoyé de barricade ni de délégué de résistance. Il va faire remarquer la maison et l'on viendra nous assassiner. Nous assassiner. Nous assassiner. Voilà ce qui arrivera. C'est pas drôle, a dit Lisette, pendant que je criais si fort. Il faut se rendre à la merci de ce frère d'adjoint. Je lance encore un suprême appel. Vous croyez qu'il faut de la discipline? La discipline? Toujours la discipline? Mais c'est de l'indiscipline qui est l'âme des combats du peuple. Ha! Bourgeois. On me met la main sur la bouche, un peu plus, et ils m'étrangleraient. Ils ont leur énergie de leur côté, c'est leur conviction qui parle. Mais pourquoi a-t-elle ce caractère d'obéissance, ce respect des mots d'ordre à entendre et du signal à recevoir? Ils veulent des chefs, et pourquoi? C'est le plus brave qui commande. 3 décembre. Depuis hier, 11 heures, nous courons, cherchant le danger et sentant la déroute. Nous nous sommes réconciliés pour appeler aux armes, publiquement. On s'est battu de ci, de là, avec une écharpe rouge au bout d'une canne. Point comme il fallait pour vaincre. Alexandrine avait raison. Les redingotes ont pris le fusil, les blouses. Non. Un mot sinistre m'a été dit par un ouvrier à qui je montrais une barricade que nous avions ébauchée. « Venez avec nous !» lui criai-je. Il m'a répondu en toisant mon paletot, qui est bien usé cependant.
Jeunes bourgeois, est-ce votre père ou votre oncle qui nous a fusillés et déportés en juin? Ils ont gardé le souvenir terrible de juin. Et ils ont ri en voyant emmener prisonnière l'assemblée des déporteurs et des fusillards. Quelques hommes de cœur ont fait le coup de feu. Les ouvriers n'ont pas bougé. 500 gantés qui étirent et meurent, ce n'est pas une bataille. Le frère de l'adjoint se promène toujours et dit « Allons fatiguer la troupe ». 4 décembre au soir. Nous n'avons pas fatigué la troupe, et je ne puis plus me tenir. Je n'ai plus de voix dans la gorge. À peine s'il peut sortir de ma poitrine des sons brisés tant j'ai crié. « Vive la République! À bas le dictateur !» Tant j'ai dépensé de rage et de désespoir depuis qu'Auroch a frappé à ma porte. Il est je ne sais quelle heure. J'ai regagné l'hôtel, j'ignore comment. En m'attachant au mur, en traînant les pieds, en soutenant de mes mains ma tête pesante comme s'il y était entré du plomb, et je suis tombée sur mon lit. Je n'ai pas reçu une blessure, je ne saigne pas. Je râle. Le sommeil me prend, mais il me semble qu'une main m'enfonce la bouche dans l'oreiller. Je me réveille suffocant et, demandant grâce, j'ouvre ma fenêtre. J'entends un roulement de coups de fusil. On se bat donc encore. On m'avait dit que c'était fini, que tous ceux qui avaient du cœur étaient épuisés ou morts. C'est sans doute des prisonniers qu'on achève. On dit qu'on tue à la préfecture. Si la lutte avait recommencé. Je dois y être. Ma place n'est pas dans ce lit d'hôtel. Je vais essayer de repartir, d'aller voir. Mais le sommeil m'accable, mais mes jambes refusent le service. Mais j'ai le bras droit qui est lourd comme si j'avais un boulet au bout. Encore des coups de fusil. Oh, je descendrai tout de même. Tout le monde dort dans la maison, excepté 2 ou 3 personnes qui jouent aux cartes. Il y en a un qui dit « 80 de roi !» Et l'autre qui répond « Dis plutôt 80 d'empereur !» Et je croyais qu'on se battrait, que les jeunes gens se feraient hacher jusqu'au dernier. 500 de Bézigu, 80 d'empereur. J'ai pu me traîner jusque dans la rue, comme elle est noire. Je descends jusqu'au pont. Des factionnaires montent la garde. Où allez-vous? Si j'avais du courage, si j'étais un homme, je leur dirais où je vais, où je crois de mon devoir d'aller. Je crierais « À bas Napoléon !» Je regretterai plus d'une fois peut-être dans l'avenir de ne pas avoir poussé ce cri et laissé là ma vie. J'ai balbutié, tourné à gauche. La Seine coule muette et sombre. On dit qu'on y a jeté un blessé vivant et qu'il n'a pas pu regagner l'autre rive en laissant derrière lui un sillon d'eau sanglante. Il est peut-être blotti, mourant dans un coin. N'y a-t-il pas quelque part une flaque rouge? Je n'entends plus la fusillade, mais les factionnaires reparaissent, victorieux et insolents. C'est fini. Fini. Il ne s'élèvera plus un cri de révolte vers le ciel. Je suis rentrée, le cerveau éteint, le cœur troué, chancelant comme un bœuf qui tombe et s'abat sous le maillet dans le sang fumant de l'abattoir. Chapitre 13. Après la défaite. 8 décembre. Il y a 3 jours que c'est fini. Il me semble que j'ai vieilli de 20 ans. La terreur règne à Paris. Renou, Roch, Matoussin, tous les camarades sont comme moi, écrasés de douleur et de honte. On se revoit, mais en osant à peine se parler et lever les yeux, on dirait que nous avons commis une mauvaise action en nous laissant vaincre. Qu'allons-nous devenir? Moi, je vais partir. Mon père m'a écrit qu'il fallait revenir. Revenir sur le champ. On prétend à Nantes que j'étais parmi les insurgés.
et que j'ai été blessée à une barricade. Je rappelle que le 3e volet de cette saga se nomme Les Insurgés. Donc l'enfant, le bachelier que nous lisons actuellement, puis les insurgés. Donc on prétend à Nantes que j'étais parmi les insurgés et que j'ai été blessée à une barricade. Il est destitué si je n'arrive pas pour démentir ce bruit par ma présence. Devant cette peur de destitution, je dois obéir, quoique cependant je sois malade. Dans le froid de ces 3 nuits de décembre, mon bras droit s'est glacé. Je n'ai pas une plaie glorieuse, j'ai un rhumatisme bête qui me supplicie l'épaule gauche. N'importe, je retournerai, mais il y a une question qui me rend bien malheureux. Je dois à l'hôtel, c'est grâce à Alexandrine que j'ai eu crédit. Je pensais payer à la première éclaircie de journalisme ou de professorat libre. Je ne dois pas beaucoup, je dois un peu plus de 100 francs, voilà tout. Depuis le départ du russe, je mangeais à 32 francs par mois. Ah, dis donc, des économies. Le café au lait le matin, le bœuf le soir. J'écris la situation à Nantes, en suppliant qu'on m'envoie de quoi m'acquitter avant que je parte. J'aurais honte de rester le débiteur du père après avoir été l'amoureux de la fille. On me répond qu'on verra quand je serai revenue. J'ai pleuré de tristesse et de colère. J'oublie la bataille perdue pour ne voir que ma situation pénible et fausse. J'écris et supplie encore. On envoie 50 francs en répétant que tout sera réglé dès que j'aurai remis le pied au foyer paternel. Il faut s'humilier, demander à Alexandrine d'intercéder auprès de son père et de faire accepter la convention. « Ce n'est rien, dit-elle, et elle me console et m'engage à partir vite pour revenir plus tôt. Vous me retrouverez comme autrefois, ajoute-t-elle doucement. Je l'ai remerciée, mais je donnerai mon bras malade pour ces 100 francs. Enfin, c'est fait. Elle m'a dit adieu dans un coin. Je tenais la tête baissée et j'avais comme de la boue dans le cœur. J'ai pris le train, les 3e. Mon épaule se gèle dans ces wagons ouverts au vent. Je ne puis plus lever mon bras. Il est comme mort quand j'arrive. Mais avec ce bras mort, tu as l'air d'avoir été blessé. Comme on le dit, me crie. Mais avec ce bras mort, tu as l'air d'avoir été blessé comme on le dit, me crie mon père d'un air furieux. Tu peux bien le lever un peu, voyons. Non, je ne puis pas. Mais j'essaierai, je te le promets. Mais seulement, j'ai un poids sur la conscience. Qu'on m'en débarrasse pour me donner du courage. Envoie dès ce soir à Paris l'argent de l'hôtel. Je montre la lettre où est sa promesse de payer dès que je serai revenue. Il me répond à peine et cela dure 1 jour, 2 jours. Mon père n'est pas un méchant homme. Je me rappelle ses sanglots le matin ou après que je m'étais battue pour lui. J'allais être arrêtée, saignant encore sur une demande qu'il avait faite 8 jours avant. Mais la frayeur de perdre sa place. Que serait-il devenu? La colère de me voir lui répondre, comme un écolier rebelle. Il se vantait de les mater tous. La fièvre d'ignominie qui était alors dans l'air, et aussi, je l'ai su depuis, une aventure de femme, à la suite de laquelle il avait été ridicule et malheureux. Tout cela avait affolé cet homme qui avait déjà, de par son métier, l'âme malade et appauvrie. Ma mère, depuis le jour où je lui avais crié combien ma vie d'enfant avait été douloureuse près d'elle, ma mère avait ménagé mon cœur avec des tendresses de sainte.
Seulement, elle était si loin de comprendre les révoltes, les barricades, les coups de fusil sur l'armée. Elle ne me reprochait rien, mais au fond, je crois, me trouvait criminelle. Malgré elle, ses pensées de bourgeoise honnête donnaient raison à son mari et m'accusaient. Sa main prenait la mienne, dans les coins quelquefois, mais ses yeux se tournaient en même temps vers le ciel, comme pour demander pitié ou pardon pour moi. Pauvre femme. Elle promène sa douleur muette entre nos deux colères. « Je vais chercher le médecin, dit-elle un jour. Je suis mieux. Laisse-moi faire, mon enfant. C'est pour qu'il voie bien que ce n'est pas une blessure. Et il le fera savoir dans la ville. Le docteur arrive, me demande si ça... Je ne vais pas lui conter ce que j'ai dans le cœur, à lui de voir ce que j'ai à l'épaule. Il prononce je ne sais quel mot, ordonne je ne sais quoi et s'en va. Ma mère, de faire l'ordonnance et de me veiller comme un agonisant. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Ma maladie, la belle affaire, un rhumatisme et après, c'est de ma dette de Paris qu'il faut parler, dette sacrée. Pourquoi sacrée ? Fait ma mère. Pourquoi ? Je ne veux pas leur conter que Alexandrine et moi, nous nous sommes aimés. Il serait capable d'avertir le père Mouton. Je ne puis que rappeler à mon père sa promesse. Et comme il me répond presque avec ironie, je me dresse devant lui et lui jette le bras pendant, la tête haute, ces mots d'indignation. Tu m'as menti alors en m'écrivant. J'ai répété le mot sous son poing levé. Il ne l'a pas laissé trop tomber sur mon épaule endolorie, mais il a lâché ses paroles. Tu sais que tu n'as pas 21 ans et que j'ai le droit de te faire arrêter. Encore cette menace. Me faire arrêter, ce n'est pas ce qui guérirait mon bras. Il y a songé sérieusement. On me laisserait quelque temps en prison, le temps de laisser tomber les bruits qui ont pu courir sur mes folies barricadières de Paris. L'exemple de ces expédients paternels a été donné plus crânement encore par un collègue du lycée. Son fils aussi a crié publiquement « À bas le dictateur !» dans une ville de province, au Mans, je crois. Je suis née au Mans. Petite anecdote. Passons. Qu'a fait le père ? Il a dit qu'il fallait pour cela que son fils eût perdu la tête. Et il l'a fait empoisonner, empoigner et diriger sur l'hospice où l'on met les fous. Au bout de 2 mois, on l'a délivré. Mais sa sœur a été tellement émue d'entendre dire que son frère était fou qu'elle est tombée malade. Et va, dit-on, mourir. La peur courbe toutes les têtes, la peur des fonctionnaires nouveaux et des bonapartistes terrorisants. Ils promènent la faux dans les collèges et jettent sur le pavé quiconque à couleur républicaine. Au dernier moment, mon père a hésité cependant, mais mon bras est déjà guéri, mon rhumatisme a envolé depuis longtemps, qu'on n'a pas encore payé ma dette de Paris. J'en reparle. Je ne puis vivre avec cette idée et il me semble que je n'ai plus d'honneur. Mon père, à la fin, me jette la nouvelle qu'il va payer. Mais il accompagne cette nouvelle d'observations amères, sanglantes, qui font de nous 2 ennemis. Et la vie va s'écouler, sournoise et horrible, dans la maison Vintra. C'est comme avant mon premier départ pour Paris. Je demande à m'éloigner, je vivrai au loin comme je pourrai. Ou bien, veut-on me laisser entrer en apprentissage ici pour être ouvrier ? Toujours des mocs-socs, n'est-ce pas ? Va-t'en dire au proviseur que tu veux te faire savetier, te remêler à la canaille, arrive en blouse au collège, devant ma classe. C'est ce que tu veux peut-être. Je passe mes journées dans ma chambre. Mon père exige de moi que j'abatte un devoir grec ou latin tous les jours. Voilà à quoi j'occupe mon temps, moi, l'échappée de barricade. Est-ce pour me châtier ? Est-ce une farce de bourreau ? Quand j'ai latinassé, je suis libre, libre de regarder le quai. Quai Richebourg.
Ce quai Richebourg, si long, si vide, si triste. Ce n'est plus l'odeur de la ville, c'est l'odeur du canal. Il étale ses eaux grasses sous les fenêtres et porte comme sur de l'huile les bateaux de mariniers, d'où sort par un tuyau la fumée de la soupe qui cuit. La batelière montre de temps en temps sa coiffe et grimpe sur le pont pour jeter ses épluchures par-dessus bord. C'est plein d'épluchures, ce canal sans courant. C'est le sommeil de l'eau, c'est le sommeil de tout. Pas de bruit, 3 ou 4 taches humaines sur le ruban jaunâtre du quai. En face, au loin, des chantiers dépeuplés, où quelques hommes rôdent avec un outil à la main, donnant de temps en temps un coup de marteau, qu'on entend à une demi-lieue, dans l'air lugubre, comme un coup de cloche d'église. À gauche, la prairie de à gauche, la prairie de mauve brûlée par le givre. À droite, la longueur de la rivière qui est trop étroite, encore, à cet endroit, pour recevoir les grands navires. On y voit les cheminées des vapeurs de transport, rangées, comme des tuyaux de poêle, contre un mur. Et les mâts avec les voiles ressemblent à des perches où l'on a accroché des chemises. Espèce de hangar abandonné, aux longues cours de blanchisseurs, corridors de vieille usine, ce morceau de la Loire. Le ciel là-dessus est pâle et pur, pureté et pâleur qui méritent comme un sourire de nid, comme une moquerie, que je ne puis corriger ni atteindre. C'est affreux, ce clair du ciel, tandis que mon cœur saigne, noir dans ma poitrine. Oh, ce silence, troublé seulement par le bruit d'une conversation entre les mariniers, ou le « ho-ho » lent de ceux qui tirent sur la corde. « Ho, ho » Pas « ho-ho », « ho-ho » c'est le Père Noël. Dans le chemin de halage pour remonter un bateau. Pourquoi le train qui me ramenait n'a-t-il pas sauté? Pourquoi n'ai-je pas eu le courage de me jeter la tête la première sous la locomotive au lieu de m'installer dans le wagon comme un condamné à mort dans la charrette qui le prend et le mène à travers champs à l'endroit de l'exécution? Il y en a qui vont ainsi 3 heures en voiture, côte à côte, avec le bourreau. Mais quand ils arrivent, ils n'en ont plus que pour un moment. Ils sont près de la délivrance. Moi, je suis arrivée et je ne sais pas quand mon agonie finira. J'avais à mes côtés dans le train un homme qui ne devait descendre de wagon que pour s'embarquer sur un paquebot. Il allait dans le pays des aventures et du soleil où l'on se poignarde dans les tavernes, où l'on se tue à coups de pistolet dans les rues. Il fallait lui dire « Emmenez-moi, je me jetterai à côté de vous dans les mêlées. Payez mon passage et je vous vends ma peau pour le temps qui servira à m'acquitter. Je ne serai pas chien, j'ai du sang de reste à vomir. » Pourquoi ne lui ai-je pas dit? C'est affreux. Il me semble que mon cœur s'en va et je pousse comme des aboiements de douleur. Donc, par devant, c'est le quai vide, la rivière lente, le canal sale. À gauche, la prairie pleine de mélancolie. Par derrière s'étend la rue mal pavée, bordée de maisons de pauvres pleines, comme toutes les rues misérables, d'enfants déguenillés, de femmes débraillées, de vieillards qui se traînent. Il y a un nègre qui a 5 enfants dans ce tas et qui va sans souliers et tête nue demander de l'ouvrage et du pain. Il y a un estropié qui criait l'autre jour sous une fenêtre « Ma femme a faim! Ma femme a faim !» Et cela ne fait pas plus dans cette rue que le hennissement d'une bête dans un pré ou le cri d'un jet dans un arbre. Voilà. C'est ainsi que se termine donc cette lecture de Le Bachelier de Vallès. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, #VBN, ainsi que sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et je remercie Amonita Boutique pour sa jolie plume.